Bien, bonjour. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette réunion de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi. Alors, j'avais choisi de vous parler de ce que nous réservent les mois qui viennent. Et je vais donc me livrer à cet exercice qui, évidemment, n'est pas simple parce que, comme je vais vous l'expliquer dans les 15 minutes qui viennent, on est encore face à de très nombreuses incertitudes. Alors, la bonne nouvelle, elle commence parce que on est en train de vivre aujourd'hui, qui est d'observer que depuis les mesures de restriction qui ont été mises en place fin mars, début avril, on a connu en France une baisse que je qualifierais presque de spectaculaire du nombre de nouveaux cas par jour, en tout cas probablement plus rapide que ce que l'on avait imaginé. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on avait aussi observé en novembre dernier, quand avait été mis en place ce confinement partiel, une baisse vraiment rapide du nombre de cas, qui laisse entendre que ces mesures de restriction fonctionnent, mais qu'il y a peut-être aussi d'autres éléments qui nous échappent. Et il faut d'ailleurs réaliser que cette baisse qu'on observe en France, on l'observe dans tous les pays européens aujourd'hui, sauf peut-être le Danemark, qui d'ailleurs est un des pays qui jusqu'à présent avait le mieux lutté contre l'épidémie. Alors, les éléments d'incertitude qui font qu'il me sera difficile de vous dire où on va de façon aussi clairement que vous auriez aimé l'entendre, sont pour moi de quatre natures. Il y aura les effets du climat, dont je vous dirai quelques mots. Il y a évidemment les mesures qui vont être prises pour limiter la circulation du virus, que ce soit au niveau de la population ou les mesures de restriction individuelle. Il va y avoir les variants, dont je vous dirai un mot, qui sont quand même une des inconnues de l'année 2021, puisqu'on a vu émerger depuis le début de cette année de nombreux variants qui ont quand même beaucoup perturbé les scénarios qu'on avait en tête. Et puis restera les vaccins et l'adhésion à ces vaccins. Et là, je laisserai évidemment à Alain Fischer le soin de vous en dire plus, mais j'en dirai quelques mots avec la perspective d'un épidémiologiste. Alors pour commencer, le climat, il s'agit d'un virus respiratoire, et comme les virus respiratoires, ils ont plus tendance à circuler en période hivernale. Donc de ce côté-là, il n'y a pas eu de surprise. On peut, de façon assez simple, l'expliquer par le fait que quand il fait froid, les gens se retrouvent plus volontiers à l'intérieur dans des espaces clos, et comme Anne-Claude Crémieux l'a très bien expliqué, en absence de masque, eh bien, la diffusion du virus y est beaucoup plus facile. Il y a aussi un effet physique sur le virus que peuvent exercer la température ou l'humidité et qui est plus difficile à cerner. Ce qu'on a observé, comme pour les épidémies de grippe par exemple, c'est que c'était les semaines où il faisait très froid et sec qui précédaient le démarrage des épidémies. Et on sait que le froid est plus propice finalement à la survie du virus. On l'a observé de façon localisée dans les abattoirs. Vous avez remarqué qu'il y a eu beaucoup d'épidémies dans les abattoirs qui démarraient dans les zones de découpage de la viande qui sont maintenues à des températures de 4 à 8 degrés. Et puis, je crois que ce n'est pas tout à fait anecdotique, les stations de sport d'hiver ont aussi contribué à la transmission du virus, certainement parce qu'il y a un fort brassage de population et aussi des espaces très confinés dans les lieux de sport d'hiver. Mais si vous regardez les événements sportifs qui se sont aussi accompagnés de la transmission du virus, les matchs de hockey ont une part tout à fait à part, qui m'a toujours surpris parce que je me dis, on y fait exactement les mêmes choses que dans les autres sports, avec bien sûr des moments où on se retrouve dans les vestiaires, etc. Mais il n'empêche que voilà, il y a des petits éléments qui viennent à l'appui de ce que d'ailleurs des expériences de laboratoire ont montré, où le virus poussait mieux quand on était dans des températures froides. L'humidité joue un rôle aussi, qui n'est pas toujours simple à cerner. Il y a une forte humidité qui va précipiter au sol les gouttelettes de tailles très différentes, qui peuvent être les postillons qui, eux, vont à 1 mètre, 2 mètres, dont Anne-Claude a beaucoup parlé, mais également les aérosols. Donc un temps très humide va les alourdir et les amener au sol. Un temps très sec et chaud va permettre l'évaporation rapide de ces gouttelettes. Et on voit comment le climat peut effectivement intervenir. Et aujourd'hui, ce que les modèles en tout cas montrent, c'est que c'est autour de températures de 3 à 11 degrés et surtout la tranche 6-9 et une humidité relative de 60-80% que finalement on a les rebonds d'épidémie les plus manifestes quand on regarde le lien qui existe dans l'espace et le temps entre les épidémies et leur déplacement sur le globe. Pour ce qui concerne l'été qui arrive, ce que les modélisateurs utilisent aujourd'hui, globalement, c'est une baisse de 50% de la circulation du virus en période estivale. C'est vraisemblablement ce qu'on a observé l'année dernière,
Et pour donc simplifier mon discours, je dirais qu'on peut s'attendre à une diminution de moitié de la circulation du virus liée au climat quand on sera vraiment dans un plein été chaud et comme on les aime. Alors après, il y a évidemment comme deuxième élément d'incertitude les mesures de restriction qui vont être prises, car elles dépendent du politique. C'est eux qui vont décider de la réouverture des lieux publics et jusqu'à quel niveau ça va être fait. Donc là, je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire ce qui sera fait. On sait que ces mesures de restriction, donc comme je l'ai évoqué en débutant, ont un effet, puisqu'on a vu cette baisse spectaculaire de la circulation du virus quand elles ont été mises en place. On pourrait se poser la question de savoir dans quelle mesure le taux d'immunisés grâce à la vaccination a aussi permis cette baisse spectaculaire. Mais si vous regardez les courbes de l'Irlande et du Portugal en début d'année, début janvier, où leur niveau d'immunisation par les vaccins était très faible, la mise en place du confinement a eu un effet extrêmement fort alors qu'ils étaient en pleine épidémie de variant anglais, qui laisse donc entendre que voilà, ces mesures, on n'a pas besoin de le répéter, fonctionnent, mais que quand vous les maintenez à la longue, il y a ce qu'on appelle une sorte de fatigue qui s'installe dans la population. Et Victoria Colizza, une modélisatrice de l'INSERM, a très récemment montré comment, grâce aux indicateurs de mobilité que Anne-Claude évoquait dans sa présentation, on voit que sur des mesures sur le long terme, leur efficacité diminue et que les gens se remettent à circuler parce que simplement ils sont fatigués. Et l'idée d'un confinement fort et dur peut avoir un sens dans cette perspective où on se rend compte qu'à la longue, finalement, les gens ne respectent plus ce qu'on leur demande de faire. Alors après, il y aura aussi l'adhésion des individus aux différentes mesures barrières, le port du masque, jusqu'à quand on va pouvoir le garder, alors qu'on sait effectivement que la question se pose maintenant que certaines parties de la population a été vaccinée. Et puis, il y aura toujours l'hygiène des mains et la distance physique qui reste important. Je rejoins tout à fait Anne-Claude dans son analyse que la part des aérosols dans la transmission est évidente aujourd'hui et probablement très importante. Il reste néanmoins des incertitudes qui font que la totalité des gestes de barrière doit continuer à être respectée si on veut éviter d'être infecté quand on n'est pas vacciné soi-même. Donc, on verra ce qu'il adviendra de ces mesures de distanciation sociale et du respect des mesures barrières, et ça, c'est un des éléments qu'on ne maîtrise pas. Pour les modélisations qui ont été faites par mon collègue Simon Kochwez à l'Institut Pasteur, il s'est finalement placé dans un scénario proche de ce qu'on avait vu l'été dernier, pour nous dire ce que vont être les comportements des Français à l'été qui arrive, en prenant en compte à la fois le climat et puis le niveau de respect de ces gestes barrières. Ces modélisations sont très intéressantes parce qu'elles montrent que pour les mois qui viennent, la période actuelle est absolument capitale. On est en fait dans une phase de descente où les gains obtenus dans les 3 semaines qui viennent peuvent complètement changer la donne sur le devenir de l'épidémie, au moins pour l'été. Et si vous allez sur les pages qui sont visibles, donc sur son site à l'Institut Pasteur, vous verrez que selon qu'on arrive à maintenir cette baisse encore 3 semaines, tous les scénarios de reprise de l'épidémie qu'il a mis en place, finalement, auront peu d'impact sur au moins les 3 mois qui viennent et nous permettront de passer un été tranquille. Si en revanche le virus se remet à circuler les jours qui viennent actuellement et nous maintiennent à ce niveau de 10 000 cas par jour, il reste un niveau d'incertitude assez fort sur ce que peut être l'été en fonction des autres interférences qu'on pourrait avoir, et notamment l'irruption de nouveaux variants. Alors, le message qu'aujourd'hui on cherche à faire passer, c'est que dans l'histoire de cette épidémie qu'on a connue depuis 15 mois en France, on est à ce moment un peu charnière où un effort supplémentaire de quelques jours, 2 à 3 semaines, peut vraiment changer la donne, en tout cas pour ce qui concerne l'été. Viennent après, évidemment, les variants qui pourraient nous entraîner dans une nouvelle dynamique épidémique. Anne-Claude a très bien résumé leurs différentes caractéristiques, qui sont avant tout soit une transmissibilité accrue, comme le variant anglais, et maintenant le variant indien. Alors, ils ont différentes nomenclatures, mais le B1617.2, qui lui est très transmissible, peut-être plus transmissible encore que le variant anglais. Et puis d'autres variants dont la caractéristique est vraiment plus l'échappement immunitaire, que sont notamment le variant sud-africain ou le variant brésilien. On a aujourd'hui sur le territoire français une très grande majorité de variants anglais qui s'est installée donc depuis le début de l'année. On a une présence qui n'est pas anodine
de variants qui contiennent cette mutation 484 associée à un échappement immunitaire, notamment en région parisienne. Il y en avait aussi beaucoup dans l'Est de la France, mais ça a diminué. Et notre inquiétude du moment vient de ce qui se passe au Royaume-Uni, parce que dans un contexte de vaccination, de couverture vaccinale assez élevée, plus de la moitié de la population a déjà reçu au moins une dose de vaccin, et presque bientôt 2 doses d'ailleurs, et dans un contexte de circulation très basse du virus, puisqu'ils étaient à moins de 2000 cas par jour pour une population qui fait à peu près la même taille que celle de la France, on a vu ce variant indien émerger en Angleterre, notamment dans des villes du nord-ouest que sont Bolton et Blackburn, dans des communautés de gens plutôt jeunes, peu vaccinés, et avec quand même une transmissibilité extrêmement forte qui fait redouter finalement, en tout cas, que ce variant s'engouffre dans les zones qui lui sont encore ouvertes, qui sont les sujets non vaccinés. Et c'est vrai que depuis la semaine dernière, par exemple, le nombre de cas a augmenté de 25% en Angleterre, et tout ça inquiète nos collègues du Royaume-Uni qui étaient quand même arrivés à un niveau de circulation du virus qui était extrêmement satisfaisant. Donc ça, ce sont effectivement pour nous des zones d'incertitude qui font qu'on doit rester extrêmement vigilant, et c'est ce qui est fait aujourd'hui par une augmentation de nos capacités de séquençage sur le territoire français. On arrive à peu près à 5000 par semaine. Il faudrait augmenter cet effort, parce que ce sera effectivement la surveillance de ces foyers émergents à nouveaux variants qui va finalement dicter un petit peu l'avenir de nos prochains mois. Restera enfin la couverture vaccinale. Donc une fois de plus, là je laisserai Alain Fischer vous donner les détails sur ce que ces vaccins nous ont apporté. Je ne peux pas m'empêcher quand même, en tant que spécialiste de santé publique, de remercier tous les jours qu'on ait un vaccin aujourd'hui, parce que l'année dernière, je me promenais partout sur les plateaux télé pour raconter qu'on n'aurait pas de vaccin avant 2 ans, après avoir consulté certains de mes collègues qui connaissaient bien le sujet et qui me disaient dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais eu un vaccin en 1 an. Moi, j'avais quand même suivi les coronavirus d'assez près, et notamment celui du MERS, pour savoir que vis-à-vis des coronavirus du MERS, on n'avait pas réussi, malgré des recherches, à développer des vaccins qui soient efficaces. Et j'imagine dans quelle situation on se trouverait aujourd'hui si on n'avait pas de vaccin efficace. On serait simplement complètement épuisé, avec comme seule alternative que la stratégie zéro Covid, extrêmement contraignante pour les populations. Et même si je conçois que pour nous tous, la période actuelle reste encore très dure, voilà, je ne peux que remercier tous les chercheurs qui ont réussi à mettre au point ces vaccins, parce que ça nous a quand même permis d'avoir des vraies perspectives. Alors, cette perspective de vaccination, gardons en tête néanmoins que les objectifs ont changé. Quand on était avec le bon vieux virus historique de Wuhan, qu'on regrette aujourd'hui, qui avait un nombre de reproductions, donc nombre de cas secondaires par personne infectée de 3, on pensait qu'avec les 2 tiers de la population immunisée, que ce soit par vaccination ou infection naturelle, le virus s'arrêterait de circuler de façon épidémique. Aujourd'hui, avec ces variants anglais et indiens, dont le nombre de reproductions est quelque part entre 4 et 5, on est monté plutôt à 80%. Et pour que cette immunité soit efficace, sachant que les vaccins ne sont pas 100% efficaces, que l'immunité naturelle décroît avec le temps, eh bien, ça veut dire que 90% de la population doit être immunisée. Et ça, c'est effectivement un défi considérable, qui néanmoins, parce qu'on a des vaccins qui sont à la fois sûrs et très efficaces, qu'on devrait être capable de relever, mais qui va aussi impliquer, et je pense qu'Anna en parlera, d'envisager de vacciner des tranches de population plus jeunes. Vous savez que depuis hier, l'Agence européenne a notamment autorisé l'utilisation du vaccin de Pfizer pour les adolescents de 12 à 15 ans, et ça je laisserai Alain vous en parler. Donc si vous mettez ensemble l'effet du climat, quelles vont être les mesures de restriction et l'adhésion de la population, l'émergence de nouveaux variants, et le taux d'adhésion à ces vaccins qui sont actuellement en cours de déploiement, il y a effectivement matière à incertitude sur les mois qui viennent, mais mon message va être un message d'optimisme. Pour la première fois depuis 15 mois, après une période très courte, qui a duré quelques jours en décembre, où je pensais qu'on avait les premiers résultats des vaccins qui marchaient très bien, et on n'avait pas encore entendu parler du variant anglais. À part cette semaine de décembre, première semaine de décembre, où j'avais eu un petit bouffée d'optimisme, pour la 2e fois depuis le début de cette épidémie,
Je crois qu'on a vraiment tous les outils, la compréhension de la circulation du virus dont on a besoin, des vaccins efficaces pour faire face, et que même si c'est un combat qui va être encore difficile pour les mois à venir, on devrait, en tout cas à l'automne prochain, se retrouver dans une situation qui ne sera pas celle qu'on a vécue depuis 15 mois, et bien heureusement, et que si on continue un petit peu nos efforts, un retour quasi à notre vie d'avant me paraît envisageable, avec plausiblement, pendant quelques années, un virus qui restera saisonnier, peut-être des épidémies comme celle de la grippe chaque hiver, et une vaccination à l'automne des personnes vulnérables contre la grippe et contre le Covid, le temps qu'on ait voilà, une meilleure connaissance de ce que va devenir ce coronavirus qui peut encore évoluer et qui, de fait, m'interdit de me prononcer au-delà de quelques 2-3 ans à peu près. Mais c'est pour moi aujourd'hui le scénario le plus plausible. Je peux bien sûr me tromper, mais je souhaitais le partager avec vous et je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si oui, ça marche. Merci beaucoup Arnaud. Merci d'avoir accepté aussi vite ma sollicitation pour participer à ce colloque. J'avais une question dont je pense qu'elle est susceptible d'intéresser notre président, vu sa formation mathématique. On parle beaucoup de modélisation. Il y a celle de Pasteur, il y a celle de Paris 6. Est-ce que toute cette histoire a fait progresser, disons, la conception des modélisations de ces pathologies infectieuses? Je dirais indéniablement. Et d'ailleurs pour moi, en tant que scientifique, en dehors de ce que je viens de dire sur les vaccins, qui a été vraiment une avancée vraiment remarquable, l'apport de la modélisation dans la compréhension de l'épidémie a été un des outils les plus déterminants. On a la chance en France d'avoir des équipes de modélisation de très haut niveau. J'ai cité Vittoria Colizza, Simon Cochemez, il y en a d'autres. C'est vraiment un capital sur lequel il faut continuer d'investir parce que la gestion de la crise aurait été totalement différente. On aurait été dans un brouillard complet si on n'avait pas eu la chance d'avoir accès à ces projections que nous ont offert les modèles. Je crois qu'il y a un élément important à comprendre, c'est que ces modélisations ne vous prédisent pas l'avenir. On est incapable de savoir quelles vont être les mesures de restriction, on est incapable de savoir quelle va être l'adhésion des Français à ces mesures ou si un variant va émerger. Mais on peut construire des scénarios et dire si l'effet du climat est de temps, si l'adhésion de la population est de temps, si les vaccins sont efficaces à ce niveau-là, voilà ce que peuvent devenir les projections. Et en faisant ce qu'on appelle des analyses de sensibilité où on fait varier ces paramètres, on s'aperçoit d'abord où sont vraiment les facteurs importants et qu'il faut surveiller. Et d'autre part, on se donne quand même une vision très importante quand il s'agissait de savoir quel allait être par exemple le taux d'occupation des lits d'hôpital et de réanimation, qui a souvent été un facteur critique dans cette crise, même si beaucoup pensaient que déjà réduire la circulation à son minimum avant même d'imaginer que les services de réanimation puissent engorger devait être le premier objectif. Donc la modélisation mathématique a joué un rôle remarquable. On a la chance en France d'avoir d'excellents modélisateurs. Capitalisons là-dessus et dans les suites de cette crise, donnons-leur les moyens, parce qu'ils sont jeunes en plus, de se construire une force autour d'eux pour qu'on continue de bénéficier de ces outils qui nous ont permis d'avoir pendant cette crise. Merci beaucoup. Une question qui est arrivée sur le site. Comment expliquer l'évolution du variant indien aux Indes alors qu'il y fait chaud? Alors, comme on le disait précédemment, j'élargirais cette observation à d'autres pays. On a été un petit peu dérouté finalement par la façon avec laquelle ce virus a circulé, notamment dans les pays tropicaux. Alors, c'est vrai que si vous regardez les épidémies de grippe, les saisons grippales sont très tranchées dans les hémisphères nord et sud quand vous allez sur les parties plus hautes, et c'est ce qu'on connaît nous dans l'hémisphère nord, en Europe, aux États-Unis, ou alors dans l'hémisphère sud, sur la bande Argentine, Afrique du Sud, Australie. Et on a retrouvé ce caractère saisonnier très marqué avec cette épidémie coronavirus, qui est un autre virus respiratoire. Sur les pays qui étaient plus dans la ceinture intertropicale, là, on a eu énormément de mal à comprendre finalement comment le virus circulait. Si je prends l'exemple de l'Afrique,
on a tous dans l'idée qu'il n'y a pas eu d'épidémie majeure en Afrique subsaharienne, et je crois que les études de séroprévalence, donc la recherche d'anticorps dans les populations, vont nous apprendre que ça n'a pas été le cas. Le virus a circulé en Afrique à peu près autant qu'il a circulé en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Les enquêtes de séroprévalence qui sont en cours vont pointer dans les villes africaines à des taux de prévalence de 30% en population, très proches de ceux qu'on a observés par exemple en Europe. La raison pour laquelle l'impact de l'épidémie n'a pas été la même est en grande partie de la jeunesse de la population. Comme Anne-Claude l'a précisé dans son exposé, le taux de mortalité chez les personnes de plus de 60 ans est 20 fois supérieur comparé au taux de mortalité chez les moins de 60 ans. Quand vous avez une population comme l'Inde, où seuls 10% de la population a plus de 60 ans, à l'évidence, l'impact de l'épidémie sera bien moindre. Et pour ces pays, ce seront plus les statistiques de mortalité globale et pas de mortalité rattachée à la Covid qui nous apprendront vraiment quel a été le bilan humain lié à la Covid. Parce que, très vraisemblablement, une grande partie de la mortalité liée à la Covid est passée en toute cause de mortalité confondue, en absence d'un diagnostic qui permettait de confirmer que c'était la Covid. Néanmoins, une fois qu'on a pris en compte cet élément, on peut compter sur des aspects climatiques qui ont pu intervenir. Je vois que des pays, par exemple comme le Cambodge, n'ont pas connu d'épidémie de Covid majeure. Ils sont en train d'en connaître une actuellement, mais pas jusqu'à présent, alors que les mesures de contrôle existaient, mais n'étaient pas nécessairement très fortes. Et ils ont d'ailleurs connu en août 2020 une épidémie de grippe, comme la Côte d'Ivoire, sans avoir d'épidémie de coronavirus en même temps. Donc ça montre bien que pour un virus de la grippe qui est moins transmissible et qui a pu circuler au Cambodge et en Côte d'Ivoire sans que le coronavirus circule, on ne comprend pas tout. Et l'effet climatique et le fait que les gens vivent dehors aussi beaucoup peut expliquer en partie, mais quand on dit qu'ils vivent dehors, quand il est de la nuit, ils sont dans des espaces extrêmement resserrés. Donc cet argument est aussi un peu léger à avancer. Je prends une ville comme Le Caire, par exemple. Je suis surpris et je m'en réjouis qu'on n'ait pas vu dans une ville comme Le Caire de 15 millions d'habitants une épidémie qui a existé certainement, mais qui n'a jamais atteint le niveau de gravité de ce qu'on a vu en Inde, alors qu'en plus, dans la population égyptienne, les comorbidités sont très importantes. La moitié de la population a un index corporel de plus de 30. Donc, et une population quand même plus âgée que la population qu'on voit en Inde. Donc il y a des éléments qu'on ne s'explique pas, au-delà de la jeunesse de la population et du climat. Mais voilà, on ne peut que finalement se réjouir que pour ces pays-là, il n'ait pas été autant touché. Maintenant, les contre-exemples de l'Inde, du Brésil, de ce qu'on a vu en Amérique latine ou en Afrique du Sud montrent que voilà, il y a eu d'autres zones extrêmement touchées. Question ? Oui, juste une question après ces deux passionnants exposés. Est-ce que, on parle du taux de circulation, est-ce que le taux de mortalité évolue d'une façon significative un an après l'énorme surprise qu'a été l'irruption du coronavirus? Alors, parce que c'est quand même ça, c'est la thrombose du système hospitalier, la surmortalité qui a posé les problèmes qu'on connaît. Alors oui, les taux de létalité, donc la proportion de personnes qui décèdent par personne infectée ont évolué pour plusieurs raisons. Il y a eu une meilleure prise en charge des patients, en tout cas par exemple les données qu'on a en France, on montre que globalement pour les patients hospitalisés, le risque de décéder a été divisé par 2 au cours de l'épidémie. Il y a d'autres articles qui ont montré que les moments de surtension dans les hôpitaux se sont accompagnés d'une augmentation de la mortalité des patients qui étaient hospitalisés, ce qui s'explique bien parce que la qualité des soins a diminué. Il peut y avoir un effet aussi sur les populations touchées, parce que d'une part, les plus fragiles en début d'épidémie, une fois touchés, auront été malheureusement décédés, font que dans les épidémies suivantes, vous avez une population un peu plus jeune et éventuellement un peu moins susceptible aux formes graves. Et puis intervient maintenant aujourd'hui un facteur
considérable qui est l'impact de la vaccination, hein, qui change complètement la donne puisque les taux d'infection ont beaucoup diminué chez les plus de 50 ans et ça se répercute aussi sur les hospitalisations. Donc tous ces facteurs de prise en charge, d'éléments de surtension, de populations un peu différentes hospitalisées, puis aujourd'hui de vaccination, font que les taux de létalité ont évolué avec le temps. Après, il y a eu aussi, en partie, et ça a été montré bien pour le variant anglais, mais pas encore démontré pour les autres variants, une surmortalité chez les personnes infectées par le variant anglais d'à peu près 60% par rapport au virus historique. Donc, autre paramètre également qui pourrait être pris en compte. Une dernière question qui vient de l'extérieur. C'est à propos de l'application Tous Anti-Covid. Pour résumer, est-ce que ça a servi à quelque chose ? Alors, l'application Tous Anti-Covid en France n'a pas rempli son objectif initial, qui était de contribuer à l'identification des contacts par rapport aux personnes infectées. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que c'est extrêmement limité. Il y a néanmoins un papier qui a été publié très récemment, je pense que c'est dans la revue Nature ou Science, je ne sais plus, par Christophe Fraser, qui est un des premiers à avoir proposé l'utilisation de ce type d'application pour la lutte contre l'épidémie et qui, au Royaume-Uni, quantifie à plusieurs dizaines de milliers le nombre de vies sauvées grâce à l'application qu'ils ont utilisée au Royaume-Uni. Donc, dans d'autres contextes d'utilisation plus intensive de l'application, il y a eu un impact, hein, et là, c'était lié effectivement à l'efficacité du traçage numérique. Après, en France, je pense que maintenant, cette application a trouvé d'autres utilités et du coup a été beaucoup téléchargée. Et c'est vrai qu'il faudra, pour les futures épidémies, réfléchir à qu'est-ce qui fait que ça n'a pas si bien fonctionné en France ailleurs. Bon, c'est une discussion assez complexe. Mais déjà, pour un épidémiologiste, le simple paramétrage de quelle distance et combien de temps avant de décider qu'un contact a été potentiellement infectant est une question qui pourrait nous occuper beaucoup de temps. Je regarde Anne-Claude. Donc, au-delà de toutes les difficultés qu'on a pu avoir, plus techniques ou liées à la protection des données. Merci beaucoup. Merci.